Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Très heureux de vous retrouver pour terminer cette nouvelle semaine d'information mosellane. Voici les titres de ce vendredi 1er juillet. Étudier la biodiversité des sols grâce à des slips. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit des slips. Eh bien, c'est ce qu'a expérimenté une classe de 3e à Château-Salin. Restez bien avec nous pour voir le résultat. Ils sont plus de 200 sapeurs-pompiers à être réunis aujourd'hui et demain aux eaux d'Amnéville. La raison, créer une spécialité en risque animalier au sein de leur service départemental. Enfin, nous reviendrons sur cette soirée ce jeudi au centre Pompidou-Metz. Soirée mouvementée mais silencieuse, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. La météo, un week-end ensoleillé, vous attend pour ces premiers jours de juillet. Les températures avoisineront les 11 degrés en matinée et atteindront par endroits les 28 degrés dans l'après-midi. Enfin, ce soir, pas d'invité dans Moselle Info, mais un grand entretien avec le nouvel entraîneur du FC Metz, Laszlo Bologna. Il s'est livré longuement à Arnaud Demerlet. Allez, on attaque tout de suite avec les titres du jour. Et débutons Moselle Info avec les épreuves du brevet qui se sont poursuivies aujourd'hui. Après le français et les mathématiques, les collégiens ont planché sur les sciences et l'histoire-géographie. Comme chaque année, c'est un passage obligatoire et hautement symbolique. Reportage à Saint-Avold avec Fanny Bragard. Ce n'est pas encore la délivrance, mais sortis de leur épreuve d'histoire-géo, ces collégiens naboriens semblent sereins. On a eu le sujet de rattrapage, j'ai vu le vrai sujet, il a fuité, il était un peu plus dur que le deuxième sujet. Mais là, ça va, je me suis débrouillé avec les documents, tout ça, je pense avoir une bonne note. Évalué pour moitié en contrôle continu, l'examen du brevet comporte 5 épreuves finales que chaque adolescent aborde différemment. Ça dépend du caractère des collégiens, il y en a qui stressent, mais il y a eu toute une semaine de révision qui a eu lieu au collège et qui a permis d'asseoir toutes les connaissances. Pour décrocher le brevet, à chacun sa technique. Certains misent sur un travail régulier, quand d'autres y vont au talent. Si le diplôme du brevet n'est pas nécessaire pour entrer au lycée, il représente néanmoins un cap symbolique pour ces jeunes. C'est quand même important, c'est une validation du collège et ça peut nous servir plus tard. C'est un diplôme, c'est une étape dans notre vie. C'est pour nous, quoi. On est fiers, c'est notre réussite, quoi. Formateur pour les élèves, l'exercice se révèle être un indicateur précieux pour les établissements scolaires. La réussite au brevet, c'est quand même un petit peu le résultat de tout un travail, d'une équipe pédagogique. Voilà. C'est quand même important. C'est quelque chose que l'on prend en compte lorsque l'on se réunit entre enseignants, avec les enseignants, pour essayer de comprendre pourquoi certaines années il a été peut-être un peu moins bon que d'autres, et donc trouver des solutions, améliorer les pratiques pédagogiques, mieux prendre en charge les élèves en difficulté. Après ces 2 jours d'épreuve finale, place aux corrections des copies anonymisées. Les 112 élèves de 3e du collège La Carrière de Saint-Avold découvriront le 8 juillet à 14 h s'ils ont décroché le premier diplôme de leur vie. En 2020, l'agence de la transition écologique avait lancé un défi plutôt étonnant, planter un slip dans son jardin et le déterrer 2 mois plus tard. Le but était alors d'étudier la biodiversité des sols. Eh bien, depuis 2 ans, le lycée agricole du Val-de-Seille à Château-Salin utilise l'opération Plante ton slip comme un support pédagogique. Une classe de 3e en enseignement agricole a tenté l'expérience. Ghislain Schumacher a assisté à l'exhumation des slips. Deux mois après les avoir plantés à 15 cm de profondeur, les collégiens et leurs professeurs vont déterrer leurs objets d'étude un peu particuliers. Après quelques coups de pelle, le premier slip remonte à la surface. Il ne reste que quelques lambeaux de coton. Si vous regardez, vous pourrez faire passer, mais c'est devenu tout fin. Il reste déjà plus grand chose. En peu de temps, la biodiversité de ce champ de luzerne a agi de manière spectaculaire sur ce morceau de tissu. C'est les petits insectes, les vers de terre, les fourmis. Tout ça, ça fait un grand enjeu dans le sol. On peut savoir si la terre, c'est de la bonne terre, donc on peut savoir quelle culture on va mettre dessus. Car plus la biodiversité est active dans les sous-sols, plus la terre sera fertile. En tout, 13 slips ont été plantés dans des parcelles caractéristiques de l'exploitation afin de les comparer. Direction cette entrée de champ où les machines agricoles tassent grandement la terre. Malgré qu'en creusant le trou, on n'ait pas vu de vers de terre sur cette parcelle-là, juste un forficule, il y a quand même de la vie dans le sol. Grâce à la réédition de cette opération, les élèves peuvent comparer les résultats des 2 dernières années et adapter leurs pratiques en fonction.
C'était une parcelle qui l'année dernière avait été ensilée en mai. Donc passage de grosses machines en mai. Cette année, elle a été faite en foin, donc il y a seulement là en juin. Peut-être que ça a joué un petit peu aussi. Et l'idée avec les élèves, c'est effectivement d'année en année d'améliorer tout ça grâce à des indicateurs comme le test du slip. Cette expérience ne se limite pas au cadre éducatif, puisque de nombreux exploitants utilisent aussi les slips pour étudier leurs terres. Cette année, les collégiens ont même élargi leur expérience à d'autres environnements, comme la forêt ou le sable, avec des résultats surprenants. Dans la forêt, il y a beaucoup d'air et il y a aussi beaucoup d'animaux, mais le slip n'est pas trop dégradé. On a vu que le slip le mieux dégradé, c'était dans le sable, alors que, on va jamais planter des semences ou des cultures dans le sable, mais ça peut être intéressant par exemple pour les maraîchers. De quoi apprendre tout en s'amusant. Les carcasses de slip seront même utilisées prochainement dans un projet artistique au sein du lycée afin de mêler l'agriculture aux arts plastiques. Et tout autre sujet, c'est une grande première en France. Ce vendredi et samedi, plus de 200 sapeurs-pompiers se réunissent aux eaux d'Amnéville, un événement organisé par le SDIS de la Moselle et le département de la Seine-et-Marne. L'objectif, leur donner des clés pour créer une spécialité en risque animalier au sein de leur service départemental. Retour sur cette première journée avec Emma Facchetti. Ils ont troqué leur lance d'incendie contre des stylos. Ces 200 sapeurs-pompiers ont fait le déplacement des 4 coins de la France pour participer à la première rencontre nationale des sapeurs-pompiers spécialistes en risque animalier. L'objectif, il est de donner des éléments aux différents départements, mais c'est dans toute la France. Je veux dire, c'est pour que les gens puissent repartir d'ici avec des éléments, avec des définitions concrètes, des réponses aussi à leurs questions, qu'ils aient également tout un réseau, des contacts pour le matériel, pour la formation, pour qu'ils puissent eux construire leur équipe dans leur département. Depuis la loi Matras du 25 novembre dernier, la mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement des sapeurs-pompiers a été complétée pour intégrer celle des animaux. Résultat, les types d'interventions concernant des animaux domestiques, sauvages et de ferme se sont multipliés. On intervient à la fois pour des questions de secourisme animalier, donc les soins aux animaux, pour la téléanesthésie, donc la capture par fléchette. Donc le fait de mettre en place cette téléanesthésie va permettre de moins stresser l'animal et de lui apporter avec la fléchette très rapidement un antalgique et de le calmer. Aujourd'hui, chaque service départemental gère à sa manière les interventions de sauvetage des animaux. Pour uniformiser cette pratique en plein développement, une doctrine nationale du sauvetage animalier est en cours de création. Un texte attendu par les sapeurs-pompiers. Ça permet d'avoir, je dirais, un tronc commun à tous les animaliers, ne serait-ce que pour le départ de formation. Ce qui veut dire que même s'il y a du renfort interdépartemental, on part avec les mêmes bases. En 2020, les sapeurs-pompiers spécialistes en risque animalier des services départementaux d'incendie et de secours de la Moselle ont réalisé près de 500 interventions sur l'ensemble du département. Toujours sur cette thématique animalière, à l'approche des vacances d'été, les refuges de la SPA constatent des pics d'abandon. Nous nous sommes rendus à Harry. Là-bas, les locaux arrivent à saturation, à tel point qu'une liste d'attente a été mise en place pour les abandons. Sur place, Colline l'expert. Après un long trajet de plus de 3 heures, les 20 nouveaux pensionnaires sont arrivés à destination. Parce que tous les refuges du réseau de la SPA sont sous tension, les établissements n'ont pas d'autre choix que de faire des transferts afin de répartir au mieux les animaux, pour la plupart abandonnés. Voilà 2 chiens qui sont victimes d'abandon, donc ils sont arrivés hier. Donc c'est des chiens qui sont déposés, pas à jour de vaccin, dans un état de maigreur quand même assez remarquable. Du coup là on a Fasco qui vient de fêter ses 12 ans lundi. Donc il est assez âgé, c'est assez compliqué pour les vieux chiens aussi en refuge. Parce qu'ils ont du mal pour dormir, ils n'ont pas le confort qu'il faut. Donc c'est un chiot de 6 mois, et pourtant déjà dans un refuge, dans un milieu extrêmement angoissant. Donc un pensionnaire de plus qui accessoirement dort dans mon bureau étant donné que le refuge est déjà complet. Si à Harry, il y a encore un peu d'espace pour accueillir des chats, tous les box de chiens sont occupés. Actuellement, 150 animaux cherchent une famille. On a l'habitude d'une hausse d'activité en été, mais là, à fin juin, le refuge est complètement saturé. Énormément d'abandons et de demandes d'abandon. On a désormais des listes d'attente, mais les gens, la plupart du temps, viennent, comme si c'était acquis, viennent directement
au refuge avec leur animal en disant bah voilà, je ne le veux plus pour des raisons X ou Y. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que on manque de place. Actuellement, on a grosso modo 2 voire 3 fois plus d'arrivées que de départs. D'autres personnes ont déjà programmé leurs vacances, donc préfèrent attendre la fin de l'été avant d'adopter. Les salariés du refuge sont contraints de faire face à ce pic d'abandon sans pour autant être plus nombreux à s'occuper des animaux. Alors, comme depuis 1845, la SPA continue de sensibiliser à l'adoption responsable, notamment via des spots de prévention. A noter que si vous souhaitez trouver votre compagnon pour la vie ou devenir bénévole, le refuge à Harry ouvre ses portes tous les jours de 14h à 18h30, à l'exception du jeudi. Culture désormais, silence, on danse, c'est le drôle de nom de la soirée qui s'est tenue hier au centre Pompidou-Metz. Organisée avec l'Institut national des jeunes sourds de la ville, le but était de sensibiliser le tout public aux questions d'accessibilité et d'inclusivité, le tout dans une ambiance festive, musicale et colorée. Chloé Gaillard. Un DJ set électro-rock dans un musée? Non, vous ne rêvez pas, les arts se sont mêlés hier soir au sein de la grande nef du centre Pompidou-Metz pour le bonheur de centaines d'esthètes et de mélomanes. Ouais, c'est assez imprégnant. Enfin, moi, je sais qu'il y avait des moments où j'étais capable de énormément danser et puis d'un seul coup, il suffisait d'une couleur, d'une lumière pour que je sois happée par l'œuvre et tout s'arrête. Et il n'y a plus que l'œuvre qui compte, quoi. C'était comme un cocon, mais en même temps avec un DJ set autour de soi, quoi. C'était assez marrant. Une expérience immersive unique, à commencer par la vue avec pour principal décor du concert, cette grandissime et hypnotique installation de 10 mètres sur 10 mètres, la première œuvre d'art numérique NTF exposée dans un musée français. Ce projet artistique utilise 300 millions d'images issues de la nature. Chaque parc national du monde possède des données. Et cette intelligence artificielle peut rêver. Rêver de paysages, de fleurs, du ciel, de l'eau, des océans, des lacs, pour les transformer ainsi. Pour décupler l'essence, des gilets spécifiques permettaient de ressentir les vibrations des basses. Ça m'a un peu rappelé quand il y a des soirées avec les gros caissons et que ça fait vibrer tout à l'intérieur, et je trouve ça super agréable et ça fait une sensation vraiment étrange parce qu'il y a vraiment tout le corps qui ressent la musique. Un appareil mis à disposition du public par l'Institut national des jeunes sourds de Metz. Ce sont des gilets qui sont équipés d'une membrane un peu comme un haut-parleur. Ils n'émettent pas de son, ils reçoivent juste la vibration. Le son la vibration est conduite depuis la source de sonorisation, par exemple, via un émetteur. Et il y a un récepteur sur le gilet avec un petit amplificateur. Le récepteur reçoit le son, l'amplifie et l'envoie à la membrane du gilet. Le temps d'une soirée, entendants et non-entendants ont vibré sur le même rythme. Fort de son succès, cet événement multisensoriel, musical, festif et inclusif devrait être réitéré. Alors ouvrez grand les yeux et les oreilles pour ne pas rater le prochain mash-up. En sport maintenant, Metz Handball est fixé. Le tirage au sort des 2 groupes de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi en fin de matinée. Les Dragons connaissent leurs adversaires. Elles seront notamment opposées aux redoutables hongroises de Győr. Elles affronteront aussi le Rapid Bucarest, la formation monténégrine de Podgorica, l'équipe norvégienne de Storhamar, les Danoises d'Esberg, 4e du dernier Final Four, rappelons-le, les Turcs de Kastamonu et enfin Zagreb, les Croates. En tennis à Moulins-les-Metz, on rentre dans le vif du sujet avec les quarts de finale du Waves Open. Sur place, nous allons retrouver tout de suite Baptiste Deveau. Baptiste, 2 rencontres sont déjà terminées, la 3e est en cours. Et oui, Jean, les quarts de finale ont débuté à 13h ici sur les cours de la Saucée et on connaît 2 qualifiés. La doyenne Julie Gervais a battu en 2-7 Caroline Romero et Pauline Payet a sorti Aubin Droguet en 3-7. Se joue derrière moi le 3e quart de finale. Actuellement, Margot Hierolymos, la tenante du titre en 2021, écrase Emmanuel Girard 6-1, 3-3. Et on attend bien sûr à 19h le quatrième quart de finale qui opposera Léolia Jean
Jean-Jean, hein, le visage de cette édition 2022 du Waves Open. Hein. Elle devient tout directement de Wimbledon après quelques galères de train. Elle sera opposée, Jean, à Emeline, j'ai perdu mes notes, Emeline Dartron. Alors Baptiste, là vous nous parlez des quarts de finale, mais à quoi s'attendre pour les demi-finales demain ? Alors Jean, si la logique est respectée, nous verrons nos deux têtes de série en demi-finale. Tout d'abord, Margot Hierolimo, si elle bat Emmanuelle Girard, elle sera opposée à Julie Payet dans la première demi-finale. Et si Léolia Jean-Jean gagne son quart de finale, elle sera opposée à Julie Gervais. Des demi-finales à suivre dès 15h ici à la Sausset. Avant les doubles, hein. La finale de double se jouera aussi samedi soir dès 19h. Et à noter que la finale se jouera dimanche sur les cours de la Sausset. Et on aimerait voir une finale rêvée entre Margot Hierolimos et Léolia Jean-Jean. Et nous l'apprenons actuellement. Hugo Humbert, malheureusement, est sorti au 3e tour de Wimbledon. Il a été battu en 4-7 par David Goffin. Merci beaucoup Baptiste, nous suivrons bien sûr la suite de cette compétition, le Waves Open, avec attention et nous nous retrouvons d'ailleurs lundi dans Moselle Info pour en parler. Vous n'avez encore rien prévu pour ce week-end, pas d'inquiétude, comme chaque semaine la rédaction vous propose une sélection de sorties en Moselle, sélection préparée ce vendredi par Colline Expert. C'est vendredi et il fera beau les 3 prochains jours en Moselle, alors pas d'excuses pour rester à la maison. Et pour bien débuter le week-end, les amoureux du foot et de la danse sont conviés à un disco foot pour se déhancher et tirer dans le ballon rond. Le coup d'envoi est prévu samedi à 16h sur le parvis du Centre Pompidou à Metz. Pour continuer le week-end en musique, sans prendre le risque de se blesser cette fois, vous pouvez assister au concert de quelqu'un que vous connaissez bien ici à Moselle TV, la chanteuse et guitariste Alice Arthur, en duo avec Oriane Alaphilippe. Pour découvrir ou redécouvrir leur univers musical, rendez-vous samedi à 19h au Café Nimbis sur la place du Luxembourg à Thionville. Samedi, à partir de 16h, une marée de triathlètes prendra possession de la place de l'Esplanade dans le cadre du Grand Prix de triathlon de Metz. Les adeptes pourront suivre les performances des professionnels et les néophytes auront l'occasion de profiter des stands de découverte qui susciteront peut-être des vocations. Enfin, pour bien terminer le week-end, le club de tir de la Petite Rosselle organise sa traditionnelle fête du western avec au programme des concours, des châteaux gonflables, des toboggans, des animations country et une piste de danse. Et bien évidemment, vous pourrez venir tirer plus vite que votre ombre au stand de tir. Bref, pas de quoi s'ennuyer pour les fans de Lucky Luke. Allez, sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end et à la semaine prochaine. Et tout de suite, l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, l'invité a été enregistré. Arnaud Demerlet a pu échanger longuement avec Laszlo Bologni, le nouvel entraîneur du FC Metz. Un entretien réalisé par Baptiste Deveau. Bonjour coach. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir et d'accepter la proposition du FC Metz, est-ce que vous aviez fait une croix de revenir en France ou c'était toujours dans votre esprit de revenir, pourquoi pas, là où tout a commencé comme entraîneur ? Quand j'ai eu le contact, alors j'ai eu une toute petite pensée que j'ai commencé ici, quelque part, pas trop loin, en Lorraine, et que je revienne, de revenir, être près de la source, être près des gens qui m'ont, je crois, qui m'ont respecté. Et certains d'entre eux me respectent même encore aujourd'hui, ça me fait bien sûr plaisir. Je parle bien sûr de Nancy, mais il faut reconnaître que à côté de la grande rivalité locale que c'était entre les deux équipes, entre les deux clubs, ça s'est passé sur le terrain, peut-être dans les tribunes, mais entre les dirigeants et entre les staffs, c'était toujours une entente extrêmement positive. On sait que choisir un adjoint est hyper important, justement toujours en ce terme de confiance. Vous avez choisi Christophe Delmotte, que vous aviez côtoyé au Racing Club de Lens il y a maintenant 11 ans. C'est apparu comme une évidence de lui reproposer le même poste ici à Metz. Je pensais que je vais hériter tout le staff
de Metz. Bien sûr que je me suis renseigné et j'ai eu des bons échos là-dessus. Après, il est intervenu une petite, je sais pas, un des adjoints qui s'est exprimé de vouloir partir peut-être. Et à ce moment que je me suis dit, je viens vers Christophe. Christophe parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, parce qu'il amène une énergie, parce qu'il est un ancien très grand joueur, très bon joueur, et quelqu'un qui, je crois que dans son âme, il est lorrain. Il peut être facilement messin. Pourquoi? Parce que c'est un joueur infatigable, c'est un gros travailleur à l'époque. Exactement. C'était un très bon joueur, mais malgré ça, je crois qu'il ne va pas se fâcher quand je dis que c'est son cœur qui l'a fait grand joueur. Et j'aime ça. Vous êtes forcément ici pour faire remonter le club en première division, en Ligue 1. C'est jamais simple de remonter immédiatement. Ces dernières années, à part Troyes et peut-être Monaco à une époque, c'est hyper compliqué. Comment y parvenir quand on voit la densité de ce championnat? Il y a des clubs qui sont presque de Ligue 1, Sochaux, Le Havre, Saint-Étienne, Bordeaux. Ça s'annonce hyper compliqué cette saison. C'est extrêmement difficile. C'est un long championnat, avec beaucoup d'équipes qui sont du même niveau. Parce que si on regarde la première division, là-bas aussi, on trouve un noyau, disons, un petit peu moins expérimenté, disons ça, qu'ils arrivent en première division. Ils ont pris la place des clubs, comme vous venez de les citer, et tous, ils ont une grande vécu en première division, mais c'est simple. Je crois que notre travail aujourd'hui, il se focalise sur créer le plus rapidement possible le groupe de joueurs, le groupe qui veut rester, qui ont envie de souffrir pour corriger les manques auxquels ils ont eu l'année dernière. Parce que s'ils sont arrivés dans cette situation, sans doute que c'était des erreurs. Il faut parler que certains joueurs, ils vont s'en aller. Et d'habitude, c'est les meilleurs joueurs qui expriment ce désir. Bien sûr que moi, personnellement, l'entraîneur, moi, je veux garder tous. Et encore de me renforcer. Donc voilà, ça va jouer là-dessus aussi beaucoup. Quel collectif on va arriver de former le plus rapidement possible. Parce qu'on a besoin de se renforcer, parce qu'on a besoin de garder les meilleurs joueurs, parce qu'on a besoin d'expérience aussi, et on a besoin de travail. De travail, je le sais. D'habitude, on dit que pour un bon résultat, tu as besoin d'un bon travail. Mais le bon travail, il n'est pas sûr toujours qu'il amène le bon résultat. Je touche le bois, voilà. J'espère que ça ne va pas être le cas. Pour l'instant, ce que je dis, que oui, on fait tout pour être extrêmement compétitif. On fait tout pour ça. Vous avez aussi la réputation de lancer des jeunes joueurs. On a parlé de Cristiano Ronaldo, mais à Nancy, par exemple, Vincent Ognon, pour ne citer que lui. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de vos priorités? Le passé, c'est le passé, mais c'est vrai que la saison passée, il y avait très peu de jeunes sur le terrain. Est-ce que vous, c'est une volonté de faire confiance aux jeunes, notamment du centre de formation? Donc, ce que j'aimerais dire là, c'est que je suis très attentif à ce qui se passe en dessous. Mais la porte sur laquelle le joueur il doit rentrer, on part comme ça, n'est-ce pas? Moi, je ouvre avec la clé, mais c'est lui qui doit prendre la manche et d'ouvrir cette porte-là. Donc, sa valeur, sa motivation, ses performances qui fait que. Après, nous, on donne le coup de main. Je pourrais parler déjà des deux qui commencent de passer des bons petits messages pendant les entraînements.
Il y a un joueur dont on attend beaucoup du côté du FC Metz et même des supporters parce qu'il a brillé à Serein ces 2 dernières saisons, c'est Georges Mikotadze. Quand on connaît les problèmes en attaque la saison passée du FC Metz, est-ce que c'est un joueur sur lequel vous comptez, en tout cas vous allez lui donner sa chance lors de la préparation? Bien sûr, on l'attend. Je sais qu'il a joué tous ses matchs avec son équipe nationale. Je sais qu'il est un bon petit buteur en Belgique. Je sais que Serein, d'être un buteur à Serein, plus de 10 buts, ce n'est pas facile. Mais d'être un buteur en France, c'est très, très difficile. Donc s'il vient ici, il doit amener tout son savoir-faire, mais il doit amener aussi son envie de progresser encore. Sa chance, il va l'avoir, mais il va avoir plus de chance si c'est lui qui donne confiance pour l'entraîneur. Merci beaucoup coach, et puis bonne saison à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Et cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le YouTube de Moselle TV Sport. Et toujours sur le FC Metz, le gardien grenat Guillaume Ditch est de nouveau prêté au club partenaire de Serein, un club qu'il connaît bien puisqu'il y a déjà évolué ces 2 dernières saisons. Opengate, le milieu offensif du FC Metz pendant 6 ans, lui quitte le club. Son contrat est arrivé à terme. Il faisait partie des plus anciens éléments encore présents au sein de l'effectif. A noter que le départ de Vincent Pajot a également été acté ce soir. Il quitte le club après 2 saisons et demie de collaboration. Et nous terminons désormais cette séquence d'information comme chaque soir avec l'image du jour. C'est un service dont les plus jeunes ne connaîtront jamais l'existence. L'horloge parlante a raccroché définitivement ce vendredi 1er juillet. Créée en 1933, elle donnait l'heure légale française au téléphone. Malheureusement aujourd'hui, elle est victime de l'ère du numérique. Face à la baisse du nombre d'appels, l'opérateur a été contraint de la supprimer. La fin d'une époque donc. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Club de la Presse. Je vous souhaite un excellent week-end sur Moselle TV et à lundi.